a appelé le pont de Poutine, qui était un ouvrage commandé par Vladimir Poutine. Et alors voilà ce qu'on a reçu. Il a roulé sur le pont de Crimée. Alors on en parle depuis tout à l'heure, on essaye de savoir à quoi peut servir une telle image, on essaye... Bon. Est-ce que déjà, Jérôme, parce que vous avez traversé de la Crimée vers la Russie, est-ce que vous reconnaissez le pont de Kertch sur ces images? Bon là, en termes de lumière, c'est tellement, comme on dit, explosé. Là, c'est cette lumière blanche, là, je ne peux pas vous dire exactement où on se trouve, si c'est le pont de Crimée ou pas. Donc là, il n'y a pas assez d'informations visuelles pour moi, pour le dire. Vous avez traversé ce pont-là avec Michael Merle. Oui. Voilà. Il était encore en réparation ou pas? Parce qu'en fait, là, on a un communiqué du Kremlin qui nous dit, voilà, il est venu rencontrer les ouvriers sur ce pont qui est réparé. Alors du coup, on ne sait pas si c'est réparé ou s'il y a encore des ouvriers. Oui, c'est toujours en réparation. En tout cas, nous, on l'a traversé il y a 10 jours. Et quand on est passé à l'endroit où il y a eu une explosion, on a vu des dizaines de personnes. Il y avait peut-être 30 ouvriers, des soudeurs, des machines. Donc c'est un pont qui est toujours en réparation. On peut l'emprunter dans un sens comme dans l'autre. Mais les réparations complètes, d'après la presse russe, ça va prendre encore quelques mois quand même. D'accord. Donc on peut le traverser de part et d'autre, aller-retour. Les rails, en revanche, les trains, je crois, ne roulent pas. Je ne sais pas si vous avez ça. Alors ça, je ne sais pas. Mais bon, donc on peut le traverser. Donc on a la réponse générale à la question qu'on se posait tout à l'heure. On peut traverser ce pont. Avec des contrôles de sécurité, j'ajoute, qui ont été renforcés. Nous, quand on est arrivé, on a dû arrêter la voiture. Il faut sortir... les valises, les bagages, vous passez les douanes, les portiques de sécurité, enfin pas les douanes, mais les portiques de sécurité, avant de pouvoir repartir sur le pont, dont la sécurité d'ailleurs est assurée maintenant par les services de renseignement, par le FSB. Donc, on sent que la sécurité quand même est beaucoup plus importante. Bon, en tout cas, voilà, Vladimir Poutine avec à ses côtés dans la voiture manifestement le vice-premier ministre. On attend d'avoir un peu plus d'infos, d'avoir peut-être des plans un peu plus larges, effectivement, de cette image-là, qui, il est vrai, est assez curieuse et qu'on débriefe depuis tout à l'heure. Pour élargir le spectre et rester sur la Crimée, donc vous y avez été, donc avec les soldats russes. Vous avez assisté notamment aux fortifications. C'est ça, on avait beaucoup parlé des dents de dragon. On va revoir des images, je crois. Ces fameuses dents de dragon, ces blocs de béton qui ont été installés. Oui, alors ça, on l'a vu en traversant. On est passé on est parti de Donetsk, on a voyagé dans le sud de l'Ukraine, donc on est passé par l'oblast de Zaporizhzhia, où se trouve la ville de Melitopol, et jusque dans l'oblast de Kherson, où voilà, on a vu vraiment, c'était quelques jours après l'annonce du retrait des troupes russes de Kherson, et on voyait des dizaines et des dizaines de camions vraiment qu'on a traversés, à chaque fois avec ces blocs de béton, on voit là les machines en train de creuser. Et ce qu'on a observé, ce qu'on a constaté par ailleurs, c'est que le territoire est, c'est pas très surprenant, mais très très contrôlé. Ouais. C'est-à-dire que la loi martiale s'applique. Il y a tout un contexte de sabotage, d'assassinats qui sont opérés par des partisans qui travaillent pour l'armée ukrainienne. Nous-mêmes, quand on était à Melitopol, on avait tourné une télévision pro-russe. On avait fait un tournage pour montrer la russification de Melitopol. 2 mois après, une voiture piégée a explosé devant cette télévision. Donc il y a tout ce contexte-là. Ouais. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, vous avez plein de points de contrôle où vous êtes arrêtés. En plus, vous êtes français, donc ça peut paraître un peu bizarre, un peu louche pour les soldats qui tiennent ces checkpoints, et vous restez 3-4 heures pour vérification de papier, appel à l'administration locale, voire appel jusqu'à Moscou pour vérifier que vous êtes bien journaliste, accrédité, etc. Ouais, donc on sent que c'est très surveillé. Vous sentez une certaine crainte ou une certaine lucidité quant à la détermination des Ukrainiens ou pas, de la part des Russes? Dans ce que nous disent les gens, on va plutôt avoir le discours des Russes qui nous expliquent qu'ils combattent non pas l'armée ukrainienne en tant que telle, mais l'OTAN, la première armée du monde, vous voyez, et les Américains. C'est plutôt ça qu'on va entendre. C'est plutôt ça qu'on entend. Alors, vous avez passé du temps avec les soldats russes dans le Donbass. On va regarder un extrait du sujet que vous avez tourné. C'est Michael Merle qui fait les images. On en a pris un extrait parce que je voudrais qu'après, on puisse passer en entier votre tournage en Tchétchénie. Regardez, déjà là, on est dans le Donbass, dans les tranchées. C'est une route détrempée, boueuse et pleine de pièges. C'est une mine qui a été désactivée. Quand ça explose, les éclats sont projetés sur 90 mètres. Nous suivons ces combattants russes vers leur ultime position sur le champ de bataille. Bon, là, on nous demande d'accélérer un petit peu parce qu'il n'y a pas d'abri. Et on va rejoindre la tranchée dans quelques instants. L'artillerie tonne et les balles claquent de part et d'autre du front. Ces volontaires n'y font presque plus attention. Certains vivent ici depuis plusieurs mois. À l'abri relatif de cette tranchée, nous sommes amenés à la limite du No Man's Land.
Alors, Jérôme, ils sont volontaires, ce ne sont pas des conscrits, hein, on a bien compris ça. Dans quelles conditions ils foutent la guerre? Je vous pose la question parce qu'on a beaucoup montré d'images de soldats russes sous-équipés, sans chaussures et sans sac de couchage quasiment, et dans la boue toute la journée. C'est vrai qu'on voit de tout quand on parle des combattants russes. Il y a maintenant tellement d'entités différentes entre l'armée régulière, les mobilisés, les bataillons de volontaires, l'armée de Wagner, l'armée de Kadyrov. Donc à chaque fois, c'est des équipements différents. Ouais. Ceux-là, à un moment donné, nous disaient quelque chose qui m'a étonné, qui nous le disent à la caméra. Ils nous ont dit on se bat avec les armes de nos ancêtres. Regardez, nous, c'est des Kalachnikov qui ont 40 ans. Mais je crois aussi que c'était une manière de dire, peut-être c'est ce romantisme, parce que ce sont des volontaires et peut-être sont-ils plus exaltés. Regardez, on se bat avec le panache, avec les armes russes de nos ancêtres. Je crois qu'il y avait un peu de ça, même si c'est aussi un aveu du fait qu'ils ont un équipement inférieur. Ils sont dans quel état d'esprit? Alors, ceux que vous avez rencontrés, évidemment, on ne va pas faire de généralité, mais dans quel état d'esprit vis-à-vis justement de cette guerre et des Ukrainiens, etc. Alors, il n'y a pas de défaitisme, en tout cas. Devant nous, je n'ai pas du tout senti ça dans les tranchées. Par rapport aux soldats ukrainiens, ce qui est aussi intéressant, après, ils nous ont offert un thé, là, exactement, on est en train de le préparer. Donc, on a pris le thé avec eux, on a un peu discuté sans la caméra, et l'un d'entre eux nous disait, vous savez que si on est fait prisonnier par les Ukrainiens, c'était leur grande peur, on va se faire torturer, tirer dans les genoux, etc. Donc je pense que ces récits qu'on a de part et d'autre de la ligne de front, Ouais, c'est ça. on les retrouve aussi chez les Russes. Ils font leur chemin.